Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 mars 2026 et le sujet du jour, c'est de faire un petit peu le bilan sur l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés d'Israël qui avance petit à petit vers ce que moi je pense leur but dans cette entrée en guerre, c'est d'arriver dans quelques temps à l'utilisation de l'arme nucléaire. Alors le sujet du jour, c'est le lobby de la finance dirige les États-Unis depuis environ 70 ans et choisissent chaque membre du Congrès et chaque président depuis 1963, c'est-à-dire depuis l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Sur le plan politique, le lobby de la finance américaine est représenté par l'AIPAC. Alors l'AIPAC, c'est American Israel Public Affairs Committee. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. C'est une organisation très puissante, importante. Et cette organisation qui a pignon sur rue à Washington, sur le mont Vernon, choisit ceux qui seront sénateurs ou représentants dans chacune des chambres et finance la campagne de ceux qui acceptent de défendre les intérêts d'Israël de façon inconditionnelle et depuis quelques années de défendre les intérêts d'Israël même si ces intérêts sont contraires aux intérêts des États-Unis. Et donc là, nous arrivons à quelque chose d'assez étonnant, mais c'est la situation telle qu'elle est actuellement aux États-Unis. Alors nous vivons actuellement un très bon exemple. En effet, l'Iran ne représentait aucune menace pour les États-Unis et pas de menace directe contre Israël. L'Iran n'était même pas concerné par la réalisation du Grand Israël, puisque les territoires à conquérir sont ceux du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, une partie de l'Arabie saoudite et la reprise en quelque sorte du Sinaï qui avait déjà été sous la direction d'Israël suite à la guerre des 6 jours en 1967. En fait, la Turquie est davantage concernée par le développement du Grand Israël que ne l'est l'Iran. Mais dans leur désir de dominer militairement et économiquement toute la région du Moyen-Orient, les stratèges israéliens ont placé l'Iran avant la Turquie. Comme Israël avait dressé la liste dans les années 1980 des 7 pays à déstabiliser afin de placer à la tête de ces pays des gouvernements qui leur seraient favorables au développement notamment du Grand Israël, en plaçant l'Iran en 7e position, eh bien, je pense que ça a été une erreur sur le plan de la chronologie. En effet, Israël et les États-Unis n'auraient fait qu'une bouchée de l'Iran en 2003, s'ils avaient fait le choix de détruire l'Iran à cette époque, à la place de détruire l'Irak. Mais entre 2003 et 2025, l'Iran a réalisé des progrès immenses dans différents domaines et notamment avec évidemment l'arrivée et le développement des BRICS qui a complètement changé les règles du jeu. Aujourd'hui, les BRICS représentent une puissance économique et militaire très supérieure à celle des États-Unis et des pays qui composent l'OTAN. Les pays dirigés par un système démocratique devraient permettre de faire diriger chacun de ces pays par les meilleurs, ce qui n'est évidemment plus du tout le cas
aussi bien aux États-Unis ou dans d'autres pays, comme ceux de l'Union européenne, puisque les élus sont en fait le résultat d'une promotion réalisée par les grands médias qui, malheureusement, appartiennent tous au lobby de la finance. Donc, les gens votent pour ceux que les grands médias invitent et dont ils font d'ailleurs la promotion à longueur d'année. Et en ce qui concerne l'équipe qui dirige les États-Unis actuellement, on peut dire que c'est sans aucun doute la plus mauvaise équipe de l'histoire des États-Unis, et cette équipe risque d'entraîner la disparition des États-Unis en tant que première puissance du monde. L'équipe de Donald Trump dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer en matière d'arrogance, de prétention. Leur niveau d'arrogance et de prétention les empêche de voir les réalités en face et entraîne les États-Unis vers des défaites cuisantes sur le plan économique et militaire. La situation en Ukraine, où le lobby de la finance a échoué lamentablement depuis le 24 février 2022, aurait dû les ramener à la réalité du monde qui a changé depuis 2020, qui n'est plus du tout ce monde des années 1990. Mais malgré les pertes énormes que le lobby de la finance a subies, le lobby de la finance américain et anglais, et également un peu en partie le lobby français, les pertes qu'ils ont subies en Ukraine, ils ont décidé de poursuivre leur objectif avec des œillères en n'écoutant que leur discours de propagande. Mentir s'avère souvent dangereux, mais croire à ses propres mensonges est encore plus dangereux. Le monde médiatique occidental vit en permanence dans un monde de propagande et les valeurs morales ont été remplacées par des slogans publicitaires. Et le niveau intellectuel de la population occidentale a dégringolé au fur et à mesure que la publicité et les émissions débiles envahissent les écrans de télévision. Le niveau de connaissance dans les établissements scolaires a dégringolé en France et dans les autres pays de l'Union européenne depuis 50 ans, alors qu'il a augmenté en Chine, en Inde, en Iran et dans tous les pays des BRICS. Le déclenchement de la guerre par Israël et les États-Unis contre l'Iran s'est fait soit sans réflexion sur des conséquences économiques et militaires, soit parce que Israël avait l'intention d'utiliser des armes nucléaires dès le début de cette entreprise pour faire capituler l'Iran et remplacer l'équipe dirigeante de ce pays par des hommes choisis par le lobby de la finance américaine. Nous aurons la réponse dans quelques semaines. Dans l'immédiat, ils réalisent le programme sur le plan militaire et économique qu'ils avaient annoncé il y a plusieurs mois. En effet, bien que les médias occidentaux nous présentent l'Iran comme un pays dirigé par une dictature religieuse, il y a dans ce pays des institutions et des votes où les personnes expriment par leur vote leur choix. Il y a environ un an, le Parlement iranien a voté la fermeture du détroit d'Ormuz en cas de guerre contre son pays. Ce vote a été rendu public et tous ceux qui s'intéressent aux questions de politique internationale savaient cela. Donc, la fermeture du détroit d'Ormuz était annoncée depuis plus d'un an. Et les conséquences faciles à prévoir. 25% de la production pétrolière du monde passe par le détroit d'Ormuz, auquel il faut ajouter 30%
en ce qui concerne le gaz liquéfié. Les Iraniens autorisent le passage des bateaux chinois et les bateaux chinois peuvent s'approvisionner, mais interdisent le passage à tous les tankers américains et à leurs alliés. La montée des prix de toutes les matières premières dans les pays occidentaux va entraîner des faillites dans de nombreuses entreprises en Europe et aux États-Unis et va entraîner des difficultés économiques énormes. Tout cela était prévisible, mais n'a pas été pris en compte par l'équipe de Donald Trump parce qu'ils sont enfermés dans leur discours de propagande très éloigné de la réalité. Aujourd'hui, les États-Unis sont amenés à alléger les sanctions contre la Russie pour favoriser la vente des hydrocarbures russes, de façon à limiter la hausse des prix du carburant dans le monde et surtout aux États-Unis. La Russie, qui était contrainte de vendre son pétrole en dessous des cours mondiaux avant la guerre contre l'Iran, vend aujourd'hui son pétrole brut pratiquement le double de ce qu'il le vendait en 2025 et peut multiplier par 4 ses bénéfices. C'est le résultat de la politique de l'équipe de Donald Trump qui agit et réfléchit ensuite. Pendant ce temps, les entrepreneurs français ont de plus en plus de difficultés à s'approvisionner en matières premières et notamment dans les matières plastiques. Et pendant ce temps, l'Iran continue de produire des missiles de plus en plus performants dans les ateliers immenses installés dans les tunnels qu'ils ont creusés entre 500 mètres et 2000 mètres de profondeur dans les montagnes. Pendant ce temps, certains quartiers de Tel Aviv commencent à ressembler à Gaza. Mais surtout, les pays du Golfe Persique, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats d'Arabes Unis, commencent à comprendre que les bases américaines représentent un danger pour leur pays et ce qui risque d'entraîner non seulement un basculement, mais un basculement très profond. Tout le matériel militaire installé dans ces pays a été payé par les pays d'accueil et au prix fort. Et certains dirigeants commencent à envisager qu'il serait peut-être préférable d'être protégé par la Chine ou la Russie. Voilà le risque énorme qu'un président inculte, vulgaire et idiot a pris. Alors que les États-Unis étaient le roi du pétrole pendant un siècle, avec leurs bases militaires installées à côté des puits de pétrole et vendant le pétrole uniquement en dollars, eh bien, la vente systématique de tous ces matériels militaires au prix fort. Des radars de plus de 1 milliard de dollars et des avions à plus de 200 millions, c'est ce qui a été facturé au Qatar et dans d'autres pays. Et surtout, dans les compagnies pétrolières, que je connais bien comme Aramco, eh bien, la direction technique et commerciale de ces grandes entreprises pétrolières est assurée par des cadres et ingénieurs américains payés très grassement par les pays concernés. En Arabie Saoudite, la compagnie nationale Aramco paye depuis des décennies des milliers d'ingénieurs et de cadres commerciaux américains à des niveaux de salaire difficilement imaginables. Les familles sont logées dans le luxe et payent les écoles pour les enfants américains et d'autres services assez importants.
les Américains risquent de perdre tous ces avantages dans quelques mois. Imaginez des milliers d'ingénieurs et cadres commerciaux américains employés par Aramco en Arabie Saoudite, remplacés par des ingénieurs chinois dont le niveau de salaire est 7 à 10 fois inférieur. Imaginez les avions de chasse américains remplacés par des avions de chasse chinois, comme cela s'est déjà passé au Pakistan. Par ailleurs, les Américains ont installé une base navale dans une souricière. Sur le plan stratégique, c'était un non-sens, mais ils l'ont fait. Avoir choisi de construire une base navale de réapprovisionnement à Bahreïn était une bêtise difficilement compréhensible. Les navires américains ne peuvent plus se réapprovisionner à Bahreïn, qui est devenu entièrement vulnérable et dont le port est en partie détruit et est placé sous des tirs de missiles iraniens. Les navires militaires sont obligés d'aller à Diego Garcia pour faire le plein des missiles, ce qui représente 4 jours de mer aller et 4 jours de mer retour. Le détroit d'Ormuz interdit l'accès à la base navale de Bahreïn. Les Chinois, beaucoup moins bêtes, ont installé leur base navale à côté de celle des Français, c'est-à-dire à Djibouti, sur un océan qui n'est pas dans un trou de souris. Les Américains risquent de perdre gros, très très gros. Si, dans plusieurs mois, la guerre, ils sont chassés de leur base militaire au Moyen-Orient, ils risquent de perdre tous les avantages énormes qu'ils avaient à l'intérieur des compagnies pétrolières et la vente régulière de tout le matériel militaire qu'ils fournissent au prix fort à tous les États du Golfe. Quand on mesure les enjeux en question, on se dit que peut-être ils seront prêts à utiliser l'arme nucléaire pour éviter ce fiasco économique et stratégique. Être chassés de toutes leurs bases au Moyen-Orient et être remplacés par les Russes ou les Chinois. Le monde risque de basculer et nous assisterons peut-être dans quelques mois à ce que très peu de personnes avaient envisagé au début de cette aventure guerrière entreprise par une équipe de fanatiques qui agissent d'abord et réfléchissent après. Donc voilà la situation actuellement. Lorsque j'ai fait il y a quelque temps une vidéo avec une émission avec Géopolitique profonde, j'ai expliqué les différences qu'il y avait au niveau des conséquences entre la fermeture du détroit d'Ormuz, qui est une chose qui peut se rétablir par des négociations, et donc est quelque chose, c'est une situation qui est provisoire, et la différence qu'il y aurait avec la destruction des installations pétrolières au Moyen-Orient. J'avais expliqué que la fermeture du détroit d'Ormuz peut être rétablie très rapidement, alors que si on s'attaque à la destruction d'installations des installations pétrolières, eh bien là, ce sera un délai qui prendra entre 3 et 5 ans. Vous imaginez ces conséquences qui peuvent être dramatiques pour toutes les économies des pays européens et également de tous les pays dans le monde. Eh bien, tout cela, c'était prévisible. Ça n'a pas empêché Israël de s'engager dans la destruction des installations gazières et pétrolières en Iran, et fatalement, les Iraniens répliquent actuellement avec la destruction des installations gazières et pétrolières dans les pays du Golfe. Donc maintenant, dans certains cas, il sera probablement préférable
de construire de nouvelles installations à côté que de réparer celles qui ont été détruites par des missiles iraniens ou par des missiles israéliens quand il s'agit du pays de l'Iran. Donc voilà la situation actuelle. Nous sommes, comme je le pense, nous sommes sur les premières marches de l'escalier qui va mener à l'utilisation d'armes nucléaires. Nous le verrons peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais cette situation est à très très haut risque et je pense qu'Israël n'a pas vraiment mesuré les conséquences. En tout cas, ce qu'ils font, c'est un qui tout double et je crains fort que cela risque d'entraîner la disparition d'Israël à un moyen terme ou peut-être même à très court terme. Voilà, donc on fera un point dans quelque temps à nouveau au fur et à mesure que la situation va évoluer, mais je pense qu'il y a une provocation permanente de la part des stratèges israéliens dans le but d'arriver à l'utilisation d'armes nucléaires qu'ils utiliseront à basse altitude, au-dessus de la population civile iranienne, pour obtenir, s'ils le peuvent, une reddition sans condition de la part des dirigeants iraniens. Voilà la situation telle que je la vois actuellement et telle qu'elle se dessine depuis plusieurs semaines. J'avais déjà prévu tout ça, je l'en avais expliqué. Et donc, on verra certainement dans 4 ou 5 semaines, les choses risquent d'aller dans cette direction. À très bientôt et bon week-end.